Salut, micro-annonce car si tu le sais pas, j'habite au Japon depuis 2 ans et je vais partir au mois d'août faire un petit tour d'Asie en solo. Je comptais partager tout ça sur Instagram, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre, le lien est en description. Bonne vidéo. Juste avant de commencer, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Car si tu te demandais comment briser le cercle infernal du manque de protection dans ta navigation web qui est possiblement non sécurisée, ou globalement même le manque de protection de ta vie en ligne en général, qui devrait évidemment être une priorité, eh bien, tu as CyberGhost VPN. Et là, tu te demandes sûrement qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un logiciel qui permet d'avoir une navigation sécurisée sur Internet et donc d'éviter d'être piraté ou victime de sites malveillants. Tout en te permettant de masquer ton adresse IP et chiffrer tes données afin de surfer anonymement depuis n'importe quel réseau Wi-Fi public, voire même pour accéder à tes contenus préférés disponibles sur des plateformes de streaming partout à travers le monde. Avec tout ça, CyberGhost VPN, c'est disponible sur 7 appareils simultanément et c'est aussi 38 millions d'utilisateurs et d'excellents avis sur Trustpilot. Puis, on n'oublie pas que le service client est disponible en français, absolument tout le temps. Tout ça avec 83% de réduction pour profiter d'un abonnement à 2 € par mois pendant 2 ans, avec 4 mois offerts. Et évidemment, avec une garantie satisfait ou remboursé sous 45 jours. Alors clique sur le lien en description pour naviguer en toute sécurité avec CyberGhost VPN. Imaginons que tu es un archer. T'es au cœur d'une compétition avec une arène complètement silencieuse, forcément t'es stressé, mais tu sens que tes mains sont stables et tu vois que la cible te fixe depuis l'autre bout du terrain. Alors là, tout le monde attend ton tir et je te le demande, quelle réaction penses-tu avoir à ce moment-là? En tout cas, quelle réaction instinctive? Et bon, je vais répondre parce que de toute façon je peux pas t'entendre, mais il y a de fortes chances que tu te mettes à vouloir concentrer toute ton attention sur le centre de la cible. Un peu comme si tu cherchais à viser plus fort que possible. Et ça, c'est une erreur. En tout cas, ce n'est pas ce que font les archers expérimentés. Car à un certain niveau, viser, ça devient la partie facile. Et je m'explique, atteindre la cible ne dépend pas d'un regard plus perçant ou d'un souffle qui est mieux retenu. Ça dépend que d'une chose simple, qui découle elle d'une chose un peu moins simple, tu verras, c'est la répétition d'un mouvement que tu as pratiqué des milliers de fois. Bon, ok, bravo Sherlock, je sais, j'ai rien inventé. Mais chaque angle de ton corps, chaque once de tension dans tes doigts et chaque centimètre de traction de ton arc, tout ça, ça représente le fait que c'est pas le désir de toucher le centre qui compte, c'est la capacité à reproduire ce mouvement avec précision encore et encore. Parce qu'une fois que tu as le mouvement dans la peau, le résultat s'occupe à 95% de lui-même. C'est vraiment bateau, mais tu l'as compris, le vrai travail, c'est dans le processus. Et le plus difficile, c'est de perfectionner le processus jusqu'à ce qu'il devienne inébranlable. En d'autres termes, jusqu'à ce que peu importe les conditions, ton système fonctionne toujours. Et bien sûr que cela ne vaut pas que pour le tir à l'arc, c'est vrai pour tout ce qui demande de performer sous pression. Que ce soit donc dans le sport, voire le business, la musique, les examens ou tout autre domaine où la réussite se mesure à l'exécution, le paradoxe ici est réel. Plus tu t'obsèdes sur la victoire, plus tu t'éloignes des actions qui rendent cette victoire possible. Et j'ai pris l'exemple des archers car j'ai déjà eu la discussion avec un coach de cette discipline à qui j'ai posé la question facile du « mais comment tu réussis quand t'es stressé ?» Ce qui est, tu me l'accorderas, un peu la question bête comme quand on demande à un pilote d'avion ce qu'il pense des turbulences. Mais il m'a gentiment expliqué qu'en fait, plus tu mets de pression sur un résultat, plus tu déformes les mouvements qui y mènent. Et j'ai trouvé cette phrase particulièrement poignante, en tout cas comme un bon slogan marketing. D'ailleurs, je suis pas sûr que ça vienne de lui. Mais ça m'a fait me rendre compte qu'en vrai, on est beaucoup à mesurer la réussite par les résultats. Et là, ça devient logique parce qu'en fait, gagner, c'est pas une tâche. Et c'est pas non plus quelque chose que tu contrôles directement. C'est surtout un effet secondaire. Ou pour la faire encore plus simple, c'est ce qui se produit lorsque tes systèmes ou tes habitudes, et bien sûr ton environnement, sont suffisamment alignés pour rendre le progrès inévitable et visible. Et maintenant que je l'ai dit, je suis pas sûr que ce soit plus simple, mais tu m'as compris. Et donc être obsédé par le résultat, c'est être obsédé par ce qu'on ne contrôle pas réellement. Bien que j'apporterai une touche de nuance sur ça après, mais du coup, comme le dit James Clear, qui a quand même écrit un petit banger à ce propos, bah si tu ignorais l'objectif et que tu te concentrais uniquement sur le système quotidien, les résultats viendraient quand même. Autrement dit, l'objectif c'est pas la vraie cible, le système l'est. Et c'est pas juste une question d'état d'esprit, c'est confirmé par la manière dont la performance fonctionne réellement. En sciences cognitives, on appelle ça la pratique délibérée. Et le psychologue Anders Ericsson, qui a introduit ce concept, a montré que les meilleurs ne font pas juste plus que les autres, ils entraînent juste leur processus avec précision, ajustent constamment et restent pleinement concentrés sur ce qu'ils font, mais pas forcément sur la récompense qui les attend derrière. En bref, quand tu déplaces ton attention du tableau des scores vers le système, tu commences à voir le progrès comme quelque chose que tu construis, pas comme quelque chose que tu espères. Toutefois, on est bien d'accord, si la logique est si claire, et bah pourquoi on tombe tous dans le piège? Alors, regarde du côté de ton enfance, et là tu dois sûrement t'en douter, une partie de la réponse
tient au fait que notre culture valorise ce qui est visible. Les victoires sont faciles à mesurer, elles sont publiques, partageables et elles attirent les félicitations. C'est comme les notes, les trophées, blablabla. Le processus, lui, est invisible. Et c'est pour ça qu'on suppose souvent que ceux qui gagnent savent quelque chose qu'on ignore, voire qu'ils sont simplement meilleurs. Alors qu'évidemment, ce qu'on ne voit pas, c'est combien de défaites ils ont encaissées pendant qu'ils affinaient leur système et à quel point ces défaites les laissaient indifférents à l'époque. En gros, on est dans une culture où le processus est vu comme un simple moyen, jamais comme une fin en soi. Et commencer à changer sa mentalité à ce sujet permet une chose importante, arrêter de flatter son ego et se détacher de l'idée que perdre, c'est échouer. Et c'est une belle phrase de loser, je te l'accorde, mais elle est importante. Parce que je comprends que pour la majorité, ce détachement il est terrifiant. Et au fond, ça fait toujours chier de perdre. Surtout quand on est assez compétitif de base, là-dessus faut pas abuser, on va pas devenir des cyborgs sans émotion à ce sujet. Surtout que gagner, peu importe la façon, c'est une preuve immédiate qu'on progresse. Donc soyons clairs, dans cette vidéo, je t'encourage pas à perdre. Mais je pense qu'il y a quand même une limite. Là-dessus, pense à ce gars qui soulève plus lourd qu'il ne devrait à la salle, ce qu'on appelle d'ailleurs de l'ego lifting. Alors ok, il peut se sentir fier sur le coup, mais grosso modo, il va surtout passer pour un type qui en fait trop avec une technique dégueulasse, et pour lui, il n'y aura pas vraiment de progression. Ou allez, on va chez les start-upers, pense à ces personnes qui courent après les levées de fonds alors que le produit n'est que théorique et c'est qu'un Figma, et que dans la pratique, rien ne prouve qu'il va séduire le marché, sauf les 20 avis qu'ils ont recueillis à un moment. En surface, ces profils donnent l'impression de réussir, mais dans le fond, c'est pas vraiment le cas. En tout cas, et comme beaucoup de choses, leur réussite se mesure là sur le court terme, mais rien n'a l'air assez fiable pour le long terme. Mais allez, ok, assez de blabla, comment on fait concrètement? Alors comme je te l'ai dit, il faut un système, et pour construire ça, je vais te présenter un cadre que j'appelle la boussole, histoire d'être différent des autres, car rien ici n'est une question de vitesse, c'est surtout une question de direction. Et on va commencer avec la première, le nord, qui représente les répétitions. En gros, quand tu vas te créer un système, garde en tête que le plus important dans ce que tu accomplis est la fréquence. Si tu as 1 heure de ton temps dans la semaine à dépenser pour un projet X, mieux vaut faire 2 fois 30 minutes sur ce projet, ou même mieux, 3 fois 20 minutes, que une seule fois 1 heure. Faire ça, ça pose les fondations du reste, et la progression se fait en revenant chaque jour, même quand c'est chiant, plutôt qu'en cherchant à s'en débarrasser en one shot. Et une fois que tu sais ça, on va maintenant passer à l'est, c'est-à-dire ce qu'on appelle les boucles de rétroaction. En gros, tu ne peux pas améliorer ce que tu n'observes pas, donc mets en place une pratique simple et chiffrée pour suivre et ajuster ton processus. Que ce soit en termes de to-do list, un journal, ou si c'est un cadre plus spécifique comme un sport par exemple, tu peux même faire des vidéos qui permettraient de voir ton évolution sur tel ou tel mouvement au fur et à mesure que tu le répéterais, à la fois sur le court terme et sur le long terme. Puis ensuite, tu mets tout ça dans un journal numérique type Notion. Faire ça, ça rend ton système adaptable et ça te montre où ça déraille, voire au contraire, où ça fonctionne discrètement. Et c'est bête, mais sans ça t'avances à l'aveugle, en espérant que juste répéter te fera progresser, et c'est pas le cas. Puis une fois que c'est saisi, on passe au sud, un gros morceau, c'est-à-dire la conception même de ton système via ton environnement, en éloignant ce qu'on appelle la friction. Donc toutes les choses qui pourraient te donner l'envie de manquer de respect à ton système. Que ce soit en éloignant ton téléphone, automatisant certains processus, ou en préparant ton matériel et tes tenues la veille, organise ton emploi du temps en fonction de tes priorités, pas de tes impulsions. Ton système doit rendre plus facile ce qui est bon pour toi, même les détails, et plus difficile ce qui te distrait. Et si déjà tu as respecté ces 3 directions, maintenant tu peux aller à l'ouest pour un calibrage mental. Et c'est concrètement à la fois la manière dont tu interprètes les échecs, dont tu te parles quand personne ne t'écoute, et la façon dont tu définis la réussite à l'intérieur de toi. Si l'échec, ça te semble être la preuve que tu n'es pas à la hauteur, bah tu vas naturellement éviter les situations qui pourraient pourtant te faire progresser. Alors que c'est le contraire si tu considères que c'est un retour d'information. En gros, tout ça, c'est vraiment une question de point de vue. Et la meilleure façon de commencer à accepter l'échec, bah, c'est de commencer à échouer. Facile. Et bon, si tu veux un exemple maintenant, disons que tu veux devenir un très bon joueur d'échecs et qu'à côté, t'as quand même une vie. Alors déjà, c'est fini, c'est parti sur chess.com où tu cherches qu'à gagner, sinon tu rages parce que ton elo descend. Maintenant, tu vises la progression. Et pour ça, tu vas fixer au nord 20 minutes 4 fois par semaine sur la résolution de puzzle, 20 minutes 3 fois par semaine sur les systèmes d'ouverture ou si t'es plus avancé sur ton point faible principal, comme je sais pas le mid-game ou l'end-game, et tu fais en sorte de faire minimum 4 à 5 games par jour ou tous les 2 jours. Ensuite à l'est, tu vas au minimum 1 fois par semaine choisir 6 parties que tu as jouées dans ta semaine, 3 où tu as perdu et 3 où tu as gagné, et les analyser, à la fois les meilleurs coups, les pires erreurs et tes récurrences dans ta façon de jouer. Tu notes tout ça avec des axes d'amélioration pour la semaine suivante, et en bref,
tu récoltes de la data. Pour le sud, c'est simple, t'as ton appli Lichess sur ton téléphone pour faire des puzzles dans les transports, un livre toujours avec toi pour approfondir les bases théoriques, toutes tes sessions sont dans ton agenda à heure fixe, et tu sais quoi faire et à quelle heure quand tu ouvres chess.com. Tu vagabondes plus sur le site à faire une boulette, puis une partie de 10 minutes, puis contre un bot de 4000 de Hello pour voir à quelle vitesse tu te fais laver, etc. Non, maintenant t'es organisé. Et enfin, à l'ouest, t'apprends à dissocier ton ego de tes performances et t'acceptes que la frustration ça fait partie du jeu. Quand tu sens que t'es tilt, tu relances pas une game tout de suite, d'abord tu sors marcher un coup ou tu repasses sur du théorique. Bref, t'apprends à te connaître et à un peu ritualiser ces moments où tu sens que tu perds ta concentration et le contrôle afin de la regagner le plus facilement possible. Et avec ça, t'as déjà un système efficace. Maintenant, garde en tête quand même que l'ambition reste quelque chose de nécessaire et ça va souvent de pair avec le désir de gagner, rien de tout ça n'est mauvais. Ce qui compte, c'est l'endroit où tu places cette ambition. Si elle est tournée vers l'intérieur, donc vers la maîtrise du processus, ça va construire quelque chose de solide, alors que si elle est tournée uniquement vers le résultat, ça va te rendre fragile. Le plus important, c'est de pas faire de son identité le fait de réussir ou d'échouer. C'est là où tes erreurs deviennent dévastatrices au lieu d'être formatrices. Et c'est là toute la nuance. Se concentrer sur le processus ne veut pas dire que tu te fous du résultat, ça veut dire que tu comprends d'où vient le résultat. L'archer ne touche pas le centre en visant plus fort, il le touche parce qu'il fait confiance au processus qu'il a répété 1000 fois. Et il ne force pas la flèche à aller au centre, il construit une mécanique qui l'y conduit. Et c'est pareil pour toi. Arrête de te demander comment gagner, commence à te demander comment mieux avancer, mieux réfléchir et mieux construire un système qui n'a pas besoin de pression pour fonctionner. Parce que la vérité, c'est que tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu retombes toujours au niveau de ton système. Salut! Et juste avant de quitter la vidéo, n'oublie pas de jeter un œil à notre partenaire CyberGhost VPN en cliquant sur le lien en description afin de bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs et fais des économies avec CyberGhost VPN. Essaye-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.